Et si on se penchait sur les outils commerciaux de la Chine sous la dynastie Ming? Des outils vraiment sophistiqués, mais souvent mal compris. Et si je disais que leur système, qui nous semble si différent, était en fait d'une logique et d'une efficacité redoutables? Pour bien se mettre dans le contexte, il faut garder ça en tête. Au moment même où l'Europe de la Renaissance inventait la comptabilité en partie double, eh bien la dynastie Ming, elle, était une véritable superpuissance économique mondiale. Elle gérait des réseaux commerciaux immenses qui allaient jusqu'en Afrique. Et c'est là que réside toute l'énigme. Comment une telle puissance a-t-elle pu prospérer sans les outils qu'on nous présente souvent comme essentiels au capitalisme? La réponse, en fait, c'est un mélange fascinant de technologie, de philosophie et de structure sociale. Allez, on plonge. Le premier indice pour résoudre notre énigme, c'est l'outil principal du commerce chinois, le boulier. Mais attention, pas n'importe quel boulier. Voici le fameux Xuanpan. C'est bien plus qu'un simple gadget pour compter. C'était un instrument d'une rapidité absolument fulgurante. Sérieusement, entre des mains expertes, il pouvait rivaliser et même battre nos calculatrices électroniques modernes pour les additions et les soustractions. Son design, c'est le résultat de siècles d'évolution. Mais le Xuanpan, ce n'est pas juste un outil pratique, il est aussi profondément symbolique. Sa structure, avec 2 billes en haut et 5 en bas, incarne les principes de l'équilibre entre le ciel et la terre. C'est comme si chaque calcul était un petit rituel pour remettre de l'ordre dans le monde. Et cette conception de 5, ce n'était pas du tout un hasard. Contrairement au soroban japonais, qui est arrivé plus tard et a été optimisé pour le système décimal, le Xuanpan, lui, était parfaitement taillé pour le système hexadécimal. C'est la base 16 qui était utilisée pour les poids et les monnaies en Chine. Bref, un outil sur mesure pour son époque et son économie. Le boulier, ce n'était que la moitié de l'histoire. Passons maintenant au deuxième indice, la méthode de tenue de livre. Une méthode unique qui fonctionnait main dans la main avec le boulier. Regardez-moi ça. On a ici un exemple concret, un registre de l'entreprise Tongtai Shan. Ce n'est pas un simple journal de bord, c'est un système vraiment structuré, conçu pour s'articuler de manière hyper fluide avec les calculs faits sur le Xuanpan. Et là, il y a un point crucial à comprendre. La logique, c'était de séparer la mémoire et le calcul. Les livres, les registres écrits, ils servaient de mémoire, de trace des transactions. Et le boulier, lui, c'était le processeur. C'est là que les vrais calculs, les bilans, se faisaient quasiment en temps réel. Au cœur de ce système, on trouve le principe de l'équilibre des 4 piliers. C'est une méthode qui remonte à la dynastie Tang, c'est-à-dire bien avant le système italien. Cette équation, elle permettait de vérifier et d'équilibrer les flux, ce qui montre bien qu'il y avait une longue tradition de pensée comptable, très systématique, axée sur la gestion des ressources. Bon, maintenant qu'on a les pièces du puzzle, mettons-les côte à côte. Comparons directement les systèmes chinois et européens. L'idée, ce n'est pas de dire lequel est le meilleur, mais de comprendre pourquoi ils étaient si différents. Et là, visuellement, la différence est frappante. Le processus chinois, il est linéaire. Il se concentre sur le flux de cash et de biens physiques, d'un point A à un point B. Le système italien, à l'inverse, il est cyclique. Il est pensé pour suivre un capital abstrait et pour que chaque transaction vienne s'intégrer dans un bilan final. Du coup, il ne faut vraiment pas voir ça comme un système primitif contre un système avancé. Non, il s'agissait de 2 solutions brillantes, mais conçues pour des mondes économiques très différents. D'un côté, le système chinois était parfait pour gérer la trésorerie et les stocks d'un empire immense. De l'autre, le système italien était fait pour le crédit et le capital d'une société tirée par les marchands. Alors, pourquoi cette différence si profonde? Pour trouver la réponse, il faut dézoomer. Il faut regarder au-delà des outils eux-mêmes et s'intéresser à la société qui les a créés. C'est ce que les historiens appellent la structure ultra stable de la société chinoise. Pour faire simple, c'était une société où une bureaucratie très puissante et une économie basée sur la terre travaillaient ensemble pour maintenir l'équilibre et la stabilité avant toute autre chose. L'expansion commerciale, si elle n'était pas contrôlée, était vue comme une menace pour cet équilibre. Et cette citation, elle résume tout. Pendant des siècles, la politique officielle a été de favoriser l'agriculture, vue comme la base de la société, et de contrôler le commerce de très près. C'est dans ce contexte bien précis que les outils commerciaux chinois ont évolué. Et voilà, on touche au but, on arrive à la résolution de notre mystère de départ. Les outils ne sont jamais neutres, ils sont toujours le reflet des objectifs d'une société. Le système comptable chinois, ce n'était donc pas une lacune ou un retard, c'était une caractéristique, une force. Il était parfaitement conçu pour servir un empire stable et centralisé où la priorité absolue était de suivre les biens et la trésorerie pour le compte de l'État. La trajectoire de la Chine n'était pas un échec à suivre l'Occident, mais bien le succès de sa propre voie.
Et tout ça, ça nous amène à une question pour aujourd'hui. Si le boulier et le registre simple reflétaient les valeurs d'un empire stable, que disent nos outils actuels de nos propres priorités? Des algorithmes de trading aux crypto-monnaies décentralisées, chaque innovation façonne notre monde selon certaines valeurs. Mais lesquelles, au juste? La question reste ouverte.